L'amélioration en cours de l'économie mondiale et de l'économie européenne, et malgré l'aide généreuse de l'Inde, le budget 2017-2018 n'amènera pas la croissance de l'économie mauricienne et n'est pas sustainable, c'est-à-dire viable dans la durée. Cela, c'est malheureusement la vérité des chiffres et des faits, et sur cela, tous les économistes et commentateurs sérieux sont d'accord. Le budget 2017-2018 n'amènera pas la relance de notre économie et n'est pas viable dans la durée. Parlons relance d'abord. Présentant le budget 2016-2017 en juillet de l'année dernière, le ministre des Finances avait prédit une croissance ou GDP growth de 4,1% en 2016-2017. Il a ramené cela à 3,9%, mais en fait, la croissance sera finalement plus faible que 3,9% en 2016-2017. Dans le présent budget, il prévoit cette fois que c'est en 2017-2018 que le GDP growth sera de 4,1%, ce qui n'est pas suffisant et qui, de plus, risque à nouveau de ne pas être atteint. La cause principale de cette absence de croissance est l'insuffisance du budget de développement de l'État et l'underspending, soit la sous-utilisation de ce budget de développement lui-même insuffisant. 43% du budget de développement n'a pas été dépensé en 2016-2017. 43%. Incroyable, mais vrai. 8,4 milliards de roupies ont été dépensés, alors que 14,8 milliards avaient été prévus, incluant les special funds. Cet underspending du budget de développement a deux causes essentiellement. Premièrement, le besoin de contenir le déficit budgétaire et deuxièmement, les lenteurs administratives et les incompétences. Cet underspending se répétera certainement en 2017-2018, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce qui ramènera la croissance en 2017-2018 à moins que les 4,1 annoncés. On nous avait promis un miracle économique, c'est le marasme économique qu'on nous sert. Quant au déficit budgétaire, il n'est tout simplement pas sustainable. Il n'est pas viable dans la durée. Le ministre des Finances prévoit qu'il sera de 3,2% en 2017-2018, mais ce chiffre est complètement bidon. Ce chiffre inclut dans les revenus de l'État les 5,7 milliards de roupies qui proviennent du Build Mauritius Fund et du National Resilience Fund, les deux derniers special funds qui sont enfin fermés. Ce chiffre estime que les 5,4 milliards de roupies de grants venant de l'Inde seront déboursés in toto en 2017-2018. Et ce chiffre ne prend pas en considération
les 4,1 milliards de roupies de Redeemable Preference Shares qui vont être injectés dans le Metro Express en 2017-2018 à travers la State Bank of Mauritius. Le vrai déficit budgétaire en 2017-2018 sera en fait autour de 5% du GDP, ce qui n'est pas sustainable. De plus, il faut se rappeler que les grants de l'Inde seront disponibles en 2017, 2018 et 2018-2019 seulement. 5,4 milliards de roupies en 2017-2018 et 5,5 milliards en 2018-2019. Et il faut se rappeler que les deux lines of credits, qui sont des prêts, il faut se rappeler que les deux lines of credits de l'Inde, de 500 millions de US dollars et de 130 millions de US dollars, financeront des projets qui ne généreront pas de revenus, tels que les archives nationales, la rénovation du plaza et de l'hôtel de ville de Kirpip, le social housing, le remplacement des CWA pipes, etc., alors que ces deux line of credits de 630 millions de US dollars en tout, soit 28,5 milliards de roupies, auront à être remboursés avec intérêt. On sait que la sonnette d'alarme internationale se met à sonner quand le déficit budgétaire d'un pays dépasse 3% du GDP. Du côté de la dette, il est bon qu'enfin le gouvernement abandonne une définition mauricienne, entre guillemets, et farfelue de la dette, qui a été utilisée jusqu'à présent, pour s'aligner sur la définition du FMI et de la Banque mondiale, qui est reconnue, elle, internationalement. Mais cela a amené le gouvernement à reconnaître aussi que cette dette a atteint 66,1% du GDP ce mois-ci. Et ce chiffre n'inclut pas les milliards des victimes de la BAI que le gouvernement a pris l'engagement légal de rembourser. Et maintenant, le gouvernement a recours au gimmick de la State Bank of Mauritius et des Redeemable Shares pour arguer que le line of credit de 500 millions de US dollars de l'Inde ne doit pas être inclus dans la dette. Le ministre des Finances a dit l'autre jour en réponse à une PNQ que d'après les règlements du Fonds monétaire international, tous les redeemable shares n'entrent pas dans la dette. En fait, d'après le FMI, je cite en anglais, redeemable shares are treated as equity and not debt under strict conditions, and if they are participating shares. Or, le ministre des Finances a aussi dit l'autre jour que les détails des redeemable shares les détails n'ont pas encore été finalisés. Attendons voir. Et nous verrons aussi ce que le FMI pensera de tout ce gimmick autour du line of credit de 500 millions de US dollars, qui augmenterait la dette du pays par 3,7% du GDP si ces 500 millions de US dollars étaient comptabilisés comme dette et non equity. En tout cas, gimmick ou pas, un emprunt est un emprunt.
et sans la garantie de l'État mauricien, l'arrangement, entre guillemets, l'arrangement State Bank of Mauritius, Export-Import Bank of India, n'existerait pas. L'honorable Vishnu Lakshminarayalu, alors ministre des Finances, avait prévu en 2015 de ramener la dette du pays de 61,5% en décembre 2014 à 58,6% du GDP à fin juin 2016. Elle se situa à 65%, comme l'a dit l'honorable Pravin Jagnnath dans son budget de 2016. Dans ce budget de 2016, Pravin Jagnnath, à son tour, avait prévu de réduire la dette à 62,8% à fin juin 2017. Elle se situa, fin juin 2017, à 66,1% du GDP, comme vient de le reconnaître l'honorable Pravin Jagnnath, ministre des Finances, dans son discours du budget de cette année. Il prévoit maintenant de ramener la dette à 63% à fin juin 2018. La dette devrait en fait dépasser les 70% à fin juin 2018, surtout si le line of credit de 500 millions de US dollars est comptabilisé comme dette et non equity. Or, on sait que la sonnette d'alarme internationale se met à sonner quand la dette d'un pays dépasse 60% du GDP. Et là, il est bon de rappeler que dans son dernier rapport en date de mars 2017, Moody's, ayant décidé de garder le rating de Maurice à Baa1 pour le moment, s'empressa de prévenir que, je cite Moody's, a deteriorating trend in debt metrics would exert downward pressure on the rating of Mauritius. Madame Speaker, il est inacceptable que le ministre des Finances n'ait eu rien à dire sur le Brexit, alors que 40%, 20% et 10% de nos exportations proviennent du textile, du canne tuna et du sucre. Ce qui est par ailleurs prévu du côté des petites et moyennes entreprises, des SMEs et de l'ocean economy ne mène pas loin. L'absence de toute référence au climate change interpelle. Rien de sérieux non plus concernant notre secteur financier. Or, il traverse pourtant des moments difficiles, qui deviendront de plus en plus difficiles, malheureusement, avec les anti-tax evasion initiatives de l'OCDE et de l'Union européenne, déjà en cours, et avec l'impact d'ici avril 2019 et après de l'entrée en vigueur du nouveau Double Taxation Avoidance Agreement entre nous et l'Inde. Dans un autre ordre d'idée, et comme l'ont dit de nombreux orateurs avant moi, il est évident que comme en 2016-2017, beaucoup des mesures annoncées dans le présent budget resteront des effets d'annonce. En 2016-2017, les immenses espoirs suscités par le Subsistence Allowance ou Top-up Allowance ont été déçus. Cette année, alors que pas un mot n'a été dit
sur le salaire minimum et mis en avant un negative income tax pour les full-time employees. Les full-time seulement, les full-time employees touchant moins de 10 000 roupies par mois. Mais 10 000 roupies, y compris l'overtime, les peace rates, les leave pay et même la pension vieillesse, d'après la note à l'arrière du discours du budget. Negative income tax, dont les contours demeurent très flous et pour lesquels pas un sou n'est prévu dans le budget. Madame Speaker, une annonce d'une portée considérable et très inquiétante annoncée dans le budget est l'intention déclarée de mettre sur pied un Mauritius National Investment Authority qui contrôlera et investira les 130 milliards de roupies de surplus funds du National Pension Fund et du National Savings Fund, de même que les surplus funds des autres public sector bodies, sans qu'on ait dit aux salariés et aux syndicats qui gérera ce Mauritius National Investment Authority et par qui ils seront nommés. Et surtout, comment sera garantie son indépendance et son professionnalisme. Concernant le LRT, nous sommes restés sur notre faim. Le Updated Feasibility Study du consultant singapourien, de même que le rapport de ce consultant singapourien sur les offres des deux firmes indiennes en concurrence pour la construction du métro express, du LRT, n'ont toujours pas été rendus publics. Nous ne savons donc toujours pas quel sera le coût final du projet, ni combien de subsides il faudra prévoir chaque année dans le budget, dépendant du coût du ticket. Par contre, après ce qui s'est passé avec la route Terre-Rouge-Verdun et le Bagatelle-Dam, entre autres, la population a raison de s'inquiéter quant à la façon que le projet Métro Express LRT sera exécuté. Dans le cas d'Agalega, il est impardonnable que la façon de répondre du Premier ministre ait causé encore plus de doutes et d'inquiétudes. En 2003 déjà, alors que j'étais Premier ministre, Maurice et l'Inde étaient tombés d'accord sur la piste d'atterrissage et le jetty. Et l'Inde n'avait posé aucune condition. Récemment, Navin Ramgoolam est venu dire que l'Inde avait voulu lui imposer, quand il était Premier ministre, que l'Inde avait voulu lui imposer certaines conditions qu'il avait refusées, mais qui, selon lui, ont été maintenant acceptées. Il ne peut en rester là. Il est de son devoir de préciser les choses. En tout cas, il est devenu plus nécessaire que jamais de rendre public le Mauritius Maritime Security Agreement signé récemment par l'Inde et Maurice. Madame Speaker, il est inacceptable que pas un mot n'ait été dit dans le discours du budget sur l'affaire Betamax, alors que des déclarations contradictoires avaient été faites par l'ex-Premier ministre et le ministre Sinnathambu en tant que porte-parole du gouvernement. En tout cas, le gouvernement doit prendre bien soin de ne pas, comme dit l'anglais, add insult to injury, en faisant appel à la légère
ou en ayant recours à des delaying tactics grossiers, ce qui ferait beaucoup de tort à notre crédibilité en tant que centre financier et en tant que terre d'accueil pour les investissements étrangers. Pareillement, il est inacceptable, mais éloquent, que pas un mot n'ait été dit dans le discours du budget sur la corruption et les abus en tout genre. Madame le Speaker, dans l'affaire BAI, l'exercice de « pas moi ça, lis ça » auquel se livrent certains est tout simplement indécent. En particulier, l'ancien Premier ministre, l'ex-Premier ministre, est venu nous dire qu'il avait été mis en minorité par ses ministres sur ce dossier. Il avait été mis en minorité par ses ministres qui avaient fait le contraire de ce que lui préconisait. En tout cas, on nous avait toujours donné la garantie que pas un sou d'argent public ne serait utilisé pour réparer les dégâts causés par ceux qui révoquèrent le banking license de la Bremer Bank et causèrent l'écroulement de tout le groupe Rawat. Bien sûr, les victimes de l'affaire BAI méritent d'être aidées, surtout les pensionnés et les petits investisseurs. Mais utiliser des fonds publics ou un emprunt de la State Bank of Mauritius ou de Mobank serait un terrible aveu et constat d'échec pour lequel certains auraient à rendre compte. Par ailleurs, il est inacceptable que le ministre, aujourd'hui Premier ministre, n'ait rien dit jusqu'ici concernant la fameuse et scandaleuse bande sonore d'Aoud Rawat, Sattar Abdullah, Swadek Taher, bande sonore sur laquelle on entend clairement la voix du boss. Madame le Speaker, j'en viens à l'affaire Alvaro Sobrino. Il est choquant qu'ici même, au Parlement, le ministre responsable du secteur financier et de la FSC, la Financial Services Commission, se soit comporté l'autre jour en véritable agent d'Alvaro Sobrino. Et je me joins au leader de l'opposition pour réclamer sa démission. Tout comme sont choquantes les décisions de la FSC qui a jugé bon de lever la suspension sur les compagnies de Sobrino alors qu'on n'entend plus parler des enquêtes de la police, des enquêtes de la CCID sur les fausses déclarations sur la base desquelles Sobrino a obtenu ses permis. Madame le Speaker, permettez-moi de revenir sur le fond de toute l'affaire, après ce que j'ai entendu dans la bouche du ministre responsable du secteur financier, mais aussi ce que j'ai entendu dans la bouche du ministre Ivan Kolenda-Velou aujourd'hui même. Permettez-moi de revenir sur le fond de toute l'affaire. Et ce que je vais dire ne me fait pas plaisir, parce que nous parlons d'un pays frère, l'Angola, membre, comme nous, de la SADC et de l'Union africaine. Madame le Speaker, l'Angola et le Nigeria sont les deux plus gros exportateurs africains de pétrole. Et l'Angola a été appelé le Dubaï africain. Avec la flambée des prix du pétrole, pendant des années, des milliards et des milliards de dollars sont entrés dans les caisses de l'État angolais. État angolais qui est jusqu'aujourd'hui une dictature
contrôlé par le président Dos Santos, sa famille et une clique dont fait partie Álvaro Sobrino. Ces milliards de dollars ont peu profité au peuple angolais, l'Angola étant toujours un des pays les plus pauvres d'Afrique. Mais au fil des années, ces milliards de dollars ont été détournés par la clique au pouvoir en Angola, y compris Álvaro Sobrino, surtout vers le Portugal, l'ancien pouvoir colonial, gouverné par un gouvernement de droite jusqu'aux élections de fin 2015, remportées par la gauche, qui depuis met de l'ordre. Entre-temps, Madame Speaker, en 2014, la deuxième banque du Portugal, la Banco Espírito Santo, avait fait faillite. Cette banque avait une subsidiaire angolaise, la Banco Espírito Santo Angola, la BESA, qui fut dirigée par Álvaro Sobrino jusqu'à fin 2012. En 2014, la presse portugaise rapporta que la BESA, la Banco Espírito Santo Angola, ne pouvait retracer des milliards de dollars de prêts faits alors que Sobrino dirigeait cette banque. Mais tout le monde sait où sont passés ces millions de dollars. Tous ceux qui veulent savoir. Il est vrai qu'à ce jour, Álvaro Sobrino n'a été condamné par aucune cour de justice. Mais les enquêtes se poursuivent au Portugal et ailleurs. Sur l'affaire Banco Espírito Santo Angola en particulier, mais aussi sur bien d'autres affaires auxquelles a été mêlé Sobrino. Sa réputation n'est plus affaire de par le monde. Encore une fois, ceux qui veulent savoir devraient savoir. Dans l'intervalle, Madame Speaker, la République d'Angola est devenue le seul pays au monde, la République d'Angola, dont le vice-président de la République a été inculpé cette année pour corruption par la justice d'un pays de l'Union européenne, le Portugal, ce qui l'a empêché de se porter candidat aux élections qui se tiendront le 23 août prochain en Angola et qui sont supposées voir le départ du président Dos Santos après 40 ans de pouvoir absolu. Il faut souhaiter que l'Angola évolue dans la bonne direction. Mais même cela n'effacerait pas ce que le président Dos Santos et sa clique, y compris Sobrino, ont fait ces dernières années. Le pillage de l'Angola ces dernières années. Et n'effacerait pas non plus, ça n'effacerait pas tout cela, et c'est tout ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui, Sobrino et toute cette clique cherchent des alternatives au Portugal ou cacher leur fortune volée au peuple angolais. Et c'est ce genre d'individus que j'ai entendu 2 ministres au moins défendre ici, dans ce Parlement, Madame Speaker. Madame Speaker, il y a eu beaucoup d'oubliés dans le budget 2017-2018 et ils me pardonneront de ne pas les mentionner tous. Mais 3 choses me tiennent particulièrement à cœur. Les enfants d'abord, victimes ces jours-ci de tant d'abus et qui n'ont eu droit dans le discours du budget qu'à une
phrase annonçant une fois de plus un Children's Bill qui tarde tant à venir. Les handicapés ensuite, qui ont été totalement oubliés dans ce budget. Et le New Cancer Hospital ensuite, au sujet duquel j'adresse un appel spécial au nouveau ministre de la Santé. Avons-nous enfin choisi le partenaire stratégique indispensable pour le succès de toute l'entreprise? Et pour que le bon choix soit fait concernant les équipements state of the art qui vont coûter très, très cher. Quand commenceront les choses sérieuses, alors que les malades du cancer se font traiter dans des conditions de plus en plus inhumaines? Madame Speaker, je terminerai en revenant à mon point de départ et à l'essentiel. Le budget 2017-2018 n'amènera malheureusement pas la relance de l'économie et n'est pas sustainable. C'est pourquoi il nous faut revoir le budget en profondeur. Et c'est pourquoi mon souhait patriotique est que le pays aille aux élections générales avant la présentation du prochain budget, afin qu'une nouvelle équipe revoie le budget en profondeur et donne à notre économie les moyens de prendre un nouveau départ. Merci, Madame la Speaker.